Cet épisode est sponsorisé par les éditions Kurokawa qui sortent un nouveau manga, Shinobi Gataki, qui parle d'un samouraï en quête de vengeance, prêt à chasser tous les ninjas jusqu'au dernier. Alors si vous aimez les samouraïs qui trucident un petit peu tout ce qui bouge, foncez-y, vous serez pas déçus, en tout cas moi je l'ai pas été. Je vous mets un lien en description qui vous enverra sur le manga, et bien évidemment je vous en reparle en fin de vidéo. D'ici là, bon épisode. Mes chers camarades, bien le bonjour. Préparez vos masques noirs et vos grappins, car aujourd'hui nous allons aborder la question épineuse des célèbres guerriers ninja. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a quand même pas mal de clichés à défoncer, car vous allez le voir, la notion même de ce qu'est un ninja a évolué au cours du temps. Cet épisode, il a été coécrit avec Tony de l'émission L'Histoire en 5 minutes, et nous nous sommes appuyés sur les travaux de Stephen Turnbull, qui a beaucoup bossé sur ces questions de folklore, qui tente de démêler le vrai du faux, et qui aujourd'hui travaille avec les universitaires japonais sur la question. Quand on parle des ninjas, on voit tout de suite de quoi il s'agit, car son image est très répandue dans la culture populaire. C'est un guerrier masqué, vêtu entièrement de noir, spécialisé dans les missions d'infiltration, de renseignement, voire d'assassinat, et qui possède également une maîtrise très poussée des arts martiaux. Ces ninjas, que ce soit dans les mangas ou dans les films, sont souvent placés dans des situations historiques qui se situent du Moyen-Âge japonais jusqu'à nos jours. Et pour le coup, il est communément admis que leur existence en tant que telle est attestée historiquement et liée à une tradition ancestrale autour des techniques spéciales des ninjas, qu'on appelle le ninjutsu. La signification des termes ninja et ninjutsu correspond d'ailleurs assez bien à cette image populaire. La racine nin, qu'on retrouve dans les deux mots, a le sens d'endurance, mais aussi de secret et d'invisibilité, tandis que ja désigne celui qui pratique quelque chose, et jutsu, les techniques. Le terme ninjutsu désigne donc l'art de se rendre invisible, et celui de ninja désigne celui qui met en œuvre ces techniques. Pourtant, ce terme de ninja est relativement récent. Il n'a été popularisé qu'au XXe siècle, et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale. D'abord par une importante littérature, mais aussi et surtout par de nombreux films, dont pas mal de nanars, au point de ne pas rester un phénomène purement japonais, mais de se faire connaître aussi largement en Occident. Même si cette image du ninja et de sa maîtrise des arts martiaux, elle a été très romancée, notamment dans un but commercial, on l'imagine, eh bien elle a tout de même un fond de vérité issu de l'histoire japonaise. Alors qui étaient réellement les ninjas ? Eh bien on va voir ça ensemble. Pour commencer, il faut revenir un petit peu en arrière et prendre en compte un contexte historique qui est vraiment propre à l'histoire japonaise. Pendant l'époque Sengoku au Japon, du milieu du XVe siècle au tout début du XVIIe siècle, les guerres civiles, ou plutôt les nombreuses guerres entre seigneurs régionaux, les daimyo, sont récurrentes. Ce climat de guerre presque permanent favorise le développement de l'espionnage et d'opérations secrètes, destinées à surprendre l'ennemi. Mais à cette époque, le terme de ninja n'existe pas, et les sources parlent plutôt de shinobi pour désigner les actions d'espionnage et la manière de faire quelque chose de façon discrète ou secrète. Les sources l'utilisent d'ailleurs d'abord comme un adjectif, désignant donc une façon de faire, et seulement plus tard comme un nom, ce qui semble prouver que les ninjas ne forment pas une classe de guerriers à part des autres. En effet, l'idée que le ninjutsu était un art se transmettant au sein d'une élite secrète des shinobi, un corps de guerriers d'élite fermé sur lui-même, eh bien c'est une partie importante du mythe du ninja. En réalité, les samouraïs qui se battaient à cette époque formaient déjà une élite héréditaire, spécialisée dans l'art de la guerre. Et aucune source de l'époque ne suggère que les shinobi aient formé un groupe à part entière qu'on pourrait comparer à des super samouraïs. C'est même plutôt le contraire. L'adjectif de shinobi est même parfois associé à des guerriers révoltés localement contre l'aristocratie samouraï. À partir du XIe siècle, la région japonaise d'Iga a connu plusieurs rébellions contre ces samouraïs par exemple, nées parfois de contestations fiscales. Et des groupes de révoltés ont pu être qualifiés de shinobi. Les ninjas ou shinobi sont aussi parfois vus comme des mercenaires, ce qui ne colle pas non plus au code de conduite des samouraïs, pour lesquels la loyauté est très importante. Mais pour aller au fond des choses, dans le même temps du Japon de cette époque, on ne connaît pas l'usage de compagnies de mercenaires, au sens où ça serait des professionnels formés et surentraînés qui vendraient leurs services. Du coup, le terme de shinobi aurait plutôt servi à désigner le recrutement contre de l'argent d'individus issus des basses classes sociales pour former des troupes irrégulières, à côté de l'élite guerrière des samouraïs, pour pratiquer les embuscades et des attaques de nuit. Et ça correspond finalement assez bien à la qualification de shinobi, puisque ce sont des actions préparées et exécutées en secret. En plus, le recrutement de ces types issus de milieux modestes permettait en même temps aux seigneurs régionaux, les daimyo, de ne pas sacrifier leurs samouraïs dans des opérations risquées. Les groupes qui pouvaient être qualifiés de shinobi et assimilables à des ninjas, ils étaient donc à cette époque très divers, et on est bien loin d'un corps d'élite à part entière. Les
deux régions japonaises voisines d'Iga et Koga sont souvent considérées comme étant l'origine géographique des ninjas. Et là aussi on peut dire que c'est faux, ou si on veut être gentil, que c'est vrai en partie, en toute petite partie. Parce que ces deux petites régions, elles n'ont pas pu fournir à elles seules autant d'hommes formés à l'espionnage et aux actions secrètes. En revanche, ça peut tout à fait correspondre à une tradition locale d'excellence dans le ninjutsu, sans que ça soit une exclusivité comme l'affirme aujourd'hui la pop culture et l'industrie touristique locale de ces deux régions. En vrai, c'est un petit peu comme par chez nous, quoi. Il suffit que Jeanne d'Arc ait posé ses fesses sur un tronc d'arbre pour se reposer, et on en fait une destination touristique de choix, en soulignant le fait qu'elle a choisi cet arbre et pas un autre. Voilà. Bon bah, chaque pays son folklore. On sait en tout cas que ces deux régions ont résisté pendant plusieurs décennies à Oda Nobunaga, le seigneur de guerre et unificateur du Japon dans la seconde moitié du XVe siècle. C'est au cours de ces guerres que ces deux régions, qui étaient organisées en confédération et non pas soumises à un daimyo, se sont particulièrement illustrées dans l'usage de techniques d'espionnage et de guerre asymétrique sous forme de guérilla et de harcèlement. Et ça, surtout pour compenser le rapport de force qui leur était particulièrement défavorable. Du coup, attaque de nuit, infiltration de l'armée adverse, etc. Dans le cas de ces deux petites régions, l'existence et la mise en place de ces pratiques de shinobi ou de guerre secrète, et ça déjà bien avant la guerre avec Oda Nobunaga, elles n'avaient rien à voir avec du mercenariat, on l'a dit, mais plutôt avec des interventions opportunistes qui allaient leur permettre d'assurer la survie de leur confédération. Et ça, également dans des régions voisines. L'origine des ninjas à Iga est donc plutôt à trouver dans le milieu des samouraïs indépendants organisés en confédération, et de communautés paysannes qui cherchent à tout prix à préserver leur indépendance face aux seigneurs extérieurs. Ces pratiques, elles étaient donc pour eux une nécessité et une adaptation au fait qu'ils étaient incapables de lever des grandes armées et de se battre de façon conventionnelle. Bon, ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi leur coup, parce que ces guerres contre Oda Nobunaga ont finalement beaucoup coûté à ces deux régions. D'abord, la confédération de Koga a été soumise par Nobunaga dès 1574, puis celle d'Iga, qui a souhaité poursuivre la guerre jusqu'au bout, a subi sa défaite finale en 1581. Ce qui a entraîné la mise à sac d'une bonne partie de la région, avec la mort de près de 4000 hommes et femmes, et la destruction de nombreux villages par l'armée de Nobunaga. Par la suite, les hommes d'Iga et de Koga vont disparaître des sources traitant des guerres au cours du XVIIe siècle, et ces provinces deviendront pacifiques à l'époque Tokugawa. Et pourtant, ce n'est pas tout à fait la fin des shinobi du XVIIe siècle. Étant donné la réputation de bravoure au combat de ces hommes d'Iga et de Koga, mais aussi certainement leur bonne intégration à la société militaire japonaise, certains d'entre eux sont choisis à la fin du XVIe et au tout début du XVIIe siècle par le nouveau shogun Tokugawa Ieyasu pour former 2 corps de garde personnels pour son château d'Edo. Leurs missions comprennent ainsi de la collecte de renseignements, avec au moins jusqu'au début du XVIIIe siècle la surveillance des daimyo, ces seigneurs régionaux qui sont désormais tous soumis au shogun. Cette surveillance, elle a pour but de préserver la sécurité de l'État et de garder au moins un œil sur 2 menaces. D'abord, les daimyo avec l'objectif de prévenir toute rébellion. Et ensuite, les Japonais convertis au christianisme qui a été introduit dans l'archipel au XVIe siècle et a rencontré un certain succès. Or, tous les convertis sont considérés comme des traîtres potentiels et une menace. À cette époque, le ninjutsu désignait donc simplement des techniques d'opération sous couverture dont les manuels militaires de la période Tokugawa traitent avec plus ou moins de détails. Ces manuels mettent aussi en avant un caractère très spirituel et religieux du ninjutsu, tandis que sur le plan pratique, ils traitent de la pharmacologie, avec des traitements à base d'herbes, ou encore de l'utilisation de la poudre à canon. Mais il n'y a pas de description précise d'opération. Pas d'homme en noir, pas de technique d'assassinat, pas de shuriken, pas de référence au combat individuel en 1 contre 1. Ce qui en ressort, c'est que le rôle du shinobi, il n'est pas de combattre, mais plutôt de s'infiltrer, d'infiltrer l'ennemi, d'obtenir des renseignements et de revenir avec en vie. Certains manuels donnent ainsi des exemples de déguisements par lesquels les shinobi peuvent voyager sous couverture, notamment le moine ou le joueur de flûte. Le maître mot des shinobi est donc l'invisibilité, au sens où ils doivent parvenir à se cacher et à se dissimuler aux yeux de leurs ennemis. Au XVIIIe siècle, les sources indiquent que plusieurs seigneurs régionaux avaient engagé eux aussi des shinobi qui appartenaient à la caste des samouraïs, mais rien n'indique qu'ils venaient d'Iga ou de Koga, ce qui montre bien que Iga et Koga étaient avant tout reconnus pour leur excellence, mais n'en avaient pas nécessairement l'exclusivité. Au même moment, les hommes d'Iga et de Koga sont peu à peu remplacés dans ces missions de surveillance et de renseignement par de nouveaux corps spéciaux. Toutefois, ils ne disparaissent pas complètement et c'est au XIXe siècle, en 1865, qu'est mentionné pour la dernière fois un shinobi au service du shogun.
Comme on l'a vu, ces ninjas, ou plutôt shinobi, ils étaient plutôt des infiltrateurs ou des espions. Dans la mission première, c'était surtout pas le combat en lui-même, mais plutôt de semer la confusion chez l'ennemi par des attaques surprises ou par la collecte de renseignements et l'infiltration. Il y a donc bien une différence entre ce que l'on peut appeler le mythe du ninja et la réalité historique. Pourtant, depuis les années 1950-1960, l'image du ninja s'est fixée comme celle d'un guerrier masqué et complètement vêtu de noir, qui pratique le ninjutsu en mélangeant arts martiaux, usage de shuriken et de fumigène, escalade des murs, infiltration des forteresses adverses, etc. Le plus souvent, ils sont engagés et formés par des maîtres ninjas des régions d'Iga et de Koga, où l'on trouve les meilleurs d'entre eux. Quelquefois ça va aussi un petit peu plus loin, et ces ninjas sont présentés comme ayant des pouvoirs surnaturels. C'est par exemple le cas en 1958, où dans un de ses romans, Futaro Yamada décrit des ninjas qui transforment leurs cheveux en épines de porc-épic et s'en servent comme arme. Rien que ça. Un script qui devrait, selon moi, être adapté au cinéma, je veux voir ça. Mais tout ne s'est pas fait au XXe siècle, et la modification de ces shinobi en ninja que nous connaissons, eh bien elle s'est faite dès le début de l'époque Tokugawa dont nous avons déjà parlé. Du XVIIe au XIXe siècle, le Japon est en paix, et les auteurs commencent déjà à exagérer et à enjoliver les récits de guerre de l'époque Sengoku, notamment en faisant des régions d'Iga et de Koga les spécialistes de ninjutsu et des ninjas. Il y a alors une forme de nostalgie, mais aussi une volonté de maintenir des valeurs guerrières dans un Japon pacifié. Le manuel militaire de l'époque Tokugawa, que nous avons déjà abordé, traite alors le ninjutsu comme des techniques d'infiltration et d'espionnage. Mais pour les gens ordinaires de l'époque Tokugawa, ce terme de ninjutsu évoque des techniques surnaturelles et magiques qui ont un lien avec la sorcellerie. Et ça, c'est relayé par beaucoup d'ouvrages de l'époque. C'est dans ces histoires que les magiciens pratiquant le ninjutsu commencent à fusionner avec les shinobi historiques pour devenir le ninja du XXe siècle. Par exemple, au XIXe siècle, un héros de fiction, Jiraiya, est capable de se transformer en champignon pour passer inaperçu, tandis que son ennemi, Orochimaru, peut se transformer en serpent. Alors on va dire que c'est complètement fantaisiste, pour rester dans le politiquement correct, mais ça montre bien que le lien est fait à cette époque entre la magie et le besoin de rendre invisibles les shinobi. De la même façon, le vêtement du ninja, totalement noir et masquant le visage, ne correspond pas au besoin des shinobi de se déguiser pour voyager discrètement sans éveiller les soupçons. Clairement aujourd'hui, quand tu veux faire un braquage, le meilleur moyen d'y arriver, c'est pas de prendre le métro avec ta cagoule pour y aller. Cette image, elle vient en fait des illustrations du 19e siècle qui présentent des assassins vêtus de noir pour profiter de la nuit et qui font donc preuve de compétences de shinobi. Cependant, leurs actions ne sont motivées que par la recherche de la vengeance personnelle et ils agissent seuls, ce qui ne correspond pas non plus au mode d'action des shinobi. On a donc une imagerie collée sur les shinobi qui ne sont pas les shinobi. Ce sont surtout des assassins vêtus de noir, une image qui a pu être réutilisée ensuite au XXe siècle pour créer les ninjas. Au début de ce XXe siècle d'ailleurs, le terme de ninjutsu, qui désignait déjà des techniques de guerre secrète mais aussi une forme de magie, il va prendre un sens supplémentaire. Par exemple chez Ito Jigetsu, qui écrit qu'à ce moment-là, le ninjutsu n'a rien à voir avec une pratique secrète, mais est en fait lié à la discipline, à l'endurance et à la capacité à s'adapter à des conditions extrêmes. Pour lui, le ninjutsu est donc une forme de développement personnel et de conditionnement physique poussé. Alors avec une description pareille, on pourrait s'attendre à voir cette figure du ninja utilisée par la propagande japonaise durant la Seconde Guerre mondiale, mais en fait pas du tout, c'est plutôt celle du samouraï et de son code de conduite qui est largement exploité. La popularité du ninja, elle va venir après 1945, et ça, c'est pas sans raison. D'abord, dans les années 1950, naît un tourisme ninja à Iga, avant même les premiers films. Ce tourisme est mis en place par Okuze Aishishiro, qui a été 2 fois maire d'Iga et qui a saisi l'intérêt du mythe du ninja pour le développement touristique de sa ville, avec notamment la création d'un musée du ninjutsu, des statues et des séances d'arts martiaux, mais aussi l'écriture de nombreux livres. Le tout influençant pas mal le cinéma, c'est par exemple dans ses écrits qu'apparaît pour la première fois le shuriken tel qu'on le connaît, et il justifie aussi le costume noir des ninjas par leurs actions nocturnes. Le succès des ninjas après 1945 s'explique aussi par l'interdiction des arts martiaux pendant quelques années par les autorités d'occupation américaines qui veulent démilitariser la société japonaise. De plus, la responsabilité de la guerre est rejetée sur l'aristocratie et par extension sur les samouraïs qui deviennent des tyrans et des personnages cruels dans la littérature et au cinéma, tandis que les ninjas offrent un nouveau profil de héros pouvant être issus du petit peuple. Au début des années 1960, les ninjas envahissent le cinéma japonais. Ces films prennent généralement un arrière-plan plus ou moins historique. Par exemple, le film Shinobi no Mono de 1962, considéré comme un tournant dans l'apparition de ces films de ninja, se déroule pendant la rébellion de la région d'Iga contre
contre Oda Nobunaga en 1579, dont nous avons déjà parlé. Dans ce film, Oda Nobunaga prend d'ailleurs les traits d'un samouraï et d'un tyran sadique contre lequel se battent les valeureux ninjas d'Iga. C'est aussi dans la même décennie que sont introduits les ninjas en Occident, mais pas par un film japonais. C'est le film britannique On ne vit que deux fois, le 5e James Bond, sorti en salle en 1967, qui reproduit certaines scènes de films de ninja japonais comme Shinobi no Mono et qui contribue à les populariser. La figure actuelle et très populaire du ninja, c'est donc un mythe. Les ninjas tels qu'on se les représente couramment, eh bien ils n'ont jamais existé sous cette forme, mais malgré tout, cette image elle est basée sur des réalités historiques, l'existence de certaines pratiques d'espionnage et d'infiltration à l'époque du Japon féodal. Mais celles-ci, elles ont été largement modifiées au cours des siècles, et la supposée tradition des ninjas transmise jusqu'à nos jours, elle correspond en fait à un processus de réinvention qui a duré des centaines d'années pour aboutir aux ninjas que nous connaissons depuis les années 60. Je vous encourage donc à faire assez attention sur le sujet, parce qu'il y a quand même beaucoup de propos pas très sérieux sur le web et ailleurs. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode que j'ai écrit, je le rappelle, avec Tony de la chaîne L'Histoire en 5 minutes. Vous pouvez retrouver sa chaîne en description, comme tous les ouvrages de Stephen Turnbull sur lesquels nous nous sommes appuyés pour réaliser cette émission. Je l'ai annoncé au début de l'épisode, cette vidéo elle est sponsorisée par les éditions Kurokawa pour la sortie d'une nouvelle série de mangas, Shinobi Gataki, qui comportera 5 volumes. Alors dans ce tome 1, l'auteur va réinventer un peu, si on peut dire, les codes du folklore japonais, en nous livrant une vision des ninjas et des samouraïs un peu différente des interprétations qui existent jusqu'à présent, mais clairement on va jouer quand même sur ces clichés avec des ninjas qui ont une force magique, et d'ailleurs certains ressemblent un petit peu à des punks à moitié morts avec des super pouvoirs. Ils sont assez stylé. Le tout est assez cru dans le ton et dans l'ambiance, il y a des bras et des têtes qui volent, des bastons avec des super techniques de ninja qui font des trucs trop badass de ouf. Bref, une série de bastons 100% assumés, j'ai envie de dire, où on suit les aventures d'un samouraï, Toranazuke, alias le chasseur de ninjas, qui doit les traquer jusqu'au dernier pour se venger. Voilà. De quoi ça, il faut lire le manga, bien évidemment, pour le savoir. Et donc je vous mets le lien du livre en description, et il suffit de cliquer dessus pour aller les commander. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, soyez sages, mais pas trop. À la prochaine.